Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Dans cet épisode, je donne la parole à Thibaut, réalisateur de documentaires aux nombreuses expériences de voyage. C'est à l'aune de son parcours de vie qu'on étudie des sujets intimes et profonds, comme le rapport au voyage, les liens familiaux, l'histoire et le patrimoine, ou encore les enjeux agricoles. Thibaut est en effet parti à la rencontre de deux de ses frères, qui sont maraîchers, explorer ce qui fait les liens entre frangins et ce qui le relie à leur terre, donnant à voir les réalités complexes d'un monde agricole en constante mutation. Que ce soit muni d'une caméra, dans le Vieux-Lyon ou dans les champs du Gers, en déplacement pro à l'étranger ou dans le quotidien de la vie indienne, Thibaut conserve l'œil et la posture du documentariste. En prise avec le monde, et toujours ouvert à ce que l'autre peut en dévoiler, il me parle du rapport étroit qu'il établit entre le voyage, le documentaire et les choses de la vie. Bonjour Thibaut. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi dans cette belle maison dans les Monts du Lyonnais. Ça fait plaisir d'être ici parce que c'est un peu mon pays d'origine, là où j'ai vécu toute mon enfance. Donc comment vas-tu ? Très bien, ravi d'être avec toi. Merci pour l'invitation et curieux de ce petit échange qu'on va avoir et ravi pour le coup de découvrir les Monts du Lyonnais qui pour le coup sont une nouveauté complète pour moi. Donc Thibaut, dans la vie, tu es consultant dans le domaine de l'énergie, mais également réalisateur de documentaires. Une voie que tu explores depuis quelques années en autodidacte. Donc tu as d'abord réalisé la web-série Tout le monde y peut pas être de Lyon, et ensuite le documentaire Les Agrofrangins, qui d'ailleurs a été diffusé il y a peu de temps sur France 3 Occitanie, donc bravo à toi. Tu es l'aîné d'une grande fratrie. Deuxième point commun avec moi, parce que je suis aussi l'aîné de 3 frères. Toi, c'est plutôt 4 ou 5, je sais plus. On est 5 au total, avec une fille au milieu. Et pour commencer, justement, je voulais revenir avec toi sur ton enfance. Comment tu as vécu cette enfance et où s'est-elle déroulée ? En 2 mots, enfance heureuse, beaucoup de chance là-dessus, en région lyonnaise, plutôt dans l'Est, dans la Dombes. Donc ça, on a vraiment les terres de famille qui sont par là. Depuis un bon bout de temps, mon père est foncièrement attaché à cette région. Et grandi au milieu d'une grande famille, donc c'est toujours un peu le joyeux bordel, on se débrouille un peu, mais avec du recul, moi je suis admiratif de ma mère notamment, qui a élevé 5 enfants, avec mon père certes, mais au quotidien elle était quand même un petit peu plus présente, tout en bossant, en étant médecin. Donc quand je vois aujourd'hui ce que c'est que d'essayer de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle avec ne serait-ce que 2 enfants, je suis assez admiratif. Et assez attaché à c'est pas tant à Lyon et à la région lyonnaise, mais à Rhône-Alpes, je dirais. Et est-ce que tu peux justement nous parler des liens que tu as pu développer avec tes frères, avec ta sœur et avec tes parents justement au cours de cette enfance ? Waouh!
Par où je vais prendre ça? En tout cas, on est en bons termes, tous. Après, on a chacun pris nos chemins et notre autonomie, donc on n'est pas collés les uns aux autres, heureusement. Mais dès qu'on se retrouve, on y prend grand plaisir. Et puis après, comme dans toute famille, forcément, au bout de 48 heures, on se met sur la gueule, mais avec beaucoup d'amour. Je réfléchis au lien avec mes parents. C'est pas, ça me prend de court sur quoi en dire. Clairement, mon père c'est la figure tutélaire du chef de famille et notamment sur le côté pro, qui est un petit peu le gardien du temple et qui est soucieux tout simplement de notre épanouissement. Et derrière épanouissement, lui met beaucoup de professionnels là-dedans. Donc il a toujours été assez soucieux de ce qu'on ferait de nos vies. Et ça génère, déjà c'est une marque d'intérêt forte. Et c'est à la fois très stimulant parce que ça veut dire qu'on est entouré pour ça, pour essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes. Et en même temps, mais comme dans tout apprentissage de la vie, il y a un moment où il faut aussi se libérer de projections que lui peut avoir et qui ne sont pas forcément celles qui vont s'appliquer à nous, à mes frères, sœurs et moi. Donc ça, tu le fais soit à l'adolescence, soit tardivement à la quarantaine, ce qui est plutôt mon cas, j'en sais rien. Mais non, il est bien dans le paysage et d'ailleurs, là, l'expérience récente des Agrofrangins nous a permis de vivre des moments assez sympas là-dessus, pour lui de peut-être mieux comprendre les motivations de nos choix professionnels et de mieux percevoir la réalité de nos métiers. Quand je dis nos, en l'occurrence, les Agrofrangins, c'est un film que j'ai fait sur mes frangins, sur deux de mes frangins qui sont maraîchers. Donc il a pu d'un coup découvrir et mon travail de réalisateur et plus précisément ce que deux de ses fils font. Ma mère, c'est la mère universelle. Elle est là pour nous. Elle a le syndrome du médecin. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'elle elle a une propension à se mettre à la disposition des autres qui est assez incroyable. Donc, elle est toujours là à aider. Et je pense même que c'est assez constitutif de la personne qu'elle est et que si elle a personne à aider, je pense que ça doit faire un peu vide. Et donc, elle est toujours là en train de nous rendre service, de se mettre en quatre pour nous rendre service. C'est aussi une façon de garder le lien, j'allais dire un certain contrôle sans aller jusque-là, mais de garder une place dans nos quotidiens. C'est certain. Et puis, mes frères et sœurs... soit c'est un gros package, soit c'est chacun individuellement. Celui avec lequel j'ai le plus grandi, c'est moi je suis l'aîné, donc avec numéro 2, Benjamin. On a 2-3 ans d'écart, donc on a quand même vécu beaucoup de choses ensemble en direct, que ça soit le sport, le foot, les jeux, les Chevaliers du Zodiaque à l'époque, que sais-je. Et puis à l'adolescence, les potes, les conneries, on avait quand même pas mal de potes en commun. Même les premiers expériences et souhaits de voyage, on les a beaucoup partagés ensemble. Alors qu'à l'opposé du prisme, Grégoire, avec qui j'ai 14 ans d'écart, il n'était pas bien grand quand je suis parti de la maison. Donc ça a été assez agréable de le redécouvrir ou de le découvrir plus profondément pendant le tournage des Agrofrangins. Mathias, un peu dans la même fournée en termes de génération. Et puis au milieu, Julie, qui est et en âge et du fait que c'est une fille au milieu, mais elle s'en sort admirablement bien. Elle vit à Barcelone, elle, pour le coup. Là, on se voit un petit peu moins parce que chacun construit ses familles. Mais on a vraiment eu des années très très proches avec Julie aussi, vers la trentaine, quand on avait des parcours professionnels qui se ressemblaient peut-être un petit peu plus que mes autres frères. Et on prend un immense plaisir à se retrouver, à boire des coups, à dire des conneries. On a un peu le même humour, donc les 5, j'entends. Donc ça se passe bien. Comment est venu justement ce goût du voyage? Tu parlais du fait que tu avais eu ce goût du voyage avec ton petit frère Benjamin. Est-ce que dans votre famille, vous avez eu l'occasion de voyager? Oui, ça fait partie des chances qu'on a eues. Le premier, au-delà de quelques bribes vraiment d'enfance, il n'était pas avec mes parents. C'était aux États-Unis pour mes 12 ans, avec mon oncle parrain, ma tante et mon cousin.
et découverte des grands espaces, Yellowstone, Grand Canyon, etc. Et aussi de villes tentaculaires, New York, Washington, où j'avais complètement halluciné sur les gratte-ciels, etc. Donc c'est un peu le premier souvenir, en tout cas, qui me vient de voyage ailleurs, loin. Et en famille, on en a fait, hein, soit des petites escapades à gauche à droite en France, en Europe, et sur des trucs un peu plus costauds et marquants et fondateurs. Il y a eu l'année de mon bac, on est allé passer 15 jours, quelque chose comme ça, au Maroc, mais essentiellement en rando, dans les Ait Bouhoulé et les Ait Bouguemez, le Moyen Atlas. Et on a fait quelques jours de mémoire au Club Med de Marrakech à la fin, mais le gros du séjour, ça a vraiment été à marcher dans la montagne. Pour le coup, je dois clairement à mes parents, à mon père en particulier, mon et notre, parce que c'est pareil avec mes autres frères et sœurs, ma découverte et mon goût de la montagne, qui est quelque chose que vraiment qui me passionne. Je sais pas, parce que je ne suis pas tous les week-ends en montagne non plus, mais il y a peu d'endroits au monde où je suis aussi heureux qu'en montagne, quoi. Ça, c'est clair. Et pendant des années, ça a été un critère de choix de mes voyages. Et donc, l'été de mon bac, ce séjour au Maroc, qui a été assez fondateur. Et on a fait une rebelote une dizaine d'années après. Et là, pour le coup, j'avais sacrément roulé ma bosse entre-temps, donc j'approchais de la trentaine. Et on s'est fait un peu le même schéma au Ladakh, donc dans le nord de l'Inde, Himalaya. Et pareil, sur 3 semaines, on a eu, je pense, une dizaine de jours de rando. Et le séjour était vraiment structuré autour de ça. Et puis, un petit peu de tourisme du Rajasthan et d'autres trucs à côté, quoi. Par la suite, quels ont été les voyages que tu as réalisés et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Première réponse qui me viendrait, c'est presque tout sur ce qu'ils m'ont apporté. Mais pour être un peu plus spécifique, au moment de l'adolescence, j'étais moins tourné vers le monde et vers l'autre. J'ai eu, je pense, eu quelques années où j'étais un peu plus convaincu d'avoir tout compris. Donc, j'étais surtout intéressé par les copains proches, immédiats, la musique et le plaisir. Et c'est en école, moi j'ai fait une école de commerce, et là pour le coup, le temps passant, maturant un petit peu, par la lecture beaucoup aussi. Je suis quand même un grand lecteur de littérature essentiellement. Et c'est vrai que tout ce qui est littérature de voyage, je m'en suis nourri, notamment pendant ma vingtaine. Et j'ai eu la chance de faire un échange en Inde, à Delhi, où j'ai passé pas loin d'une année. Et ça a vraiment été mon expérience personnelle fondatrice. C'est à un moment où j'étais en recherche de moi-même, de poser quelques bases fortes de ma personnalité, de valeurs. Et puis, je pense que c'était l'expérience où je voulais aller le plus loin possible dans quelque chose le plus différent possible, le plus quasiment extrême possible, la recherche du dénuement, pardon, le plus fort. Avec du recul, ça me fait un peu sourire, mais je pense que ça correspond à l'âge que j'avais. Et donc, oui, il y a la première région du monde, en tout cas, à laquelle j'ai été profondément attaché, c'est l'Inde et le sous-continent indien, parce que j'ai eu la chance d'aller passer un peu de temps au Pakistan derrière, et je mets les deux clairement dans un même package. Qu'est-ce que ce voyage-là m'a apporté? Il y a une découverte de l'autre et une découverte de soi à travers l'autre. Et finalement, moi, ce que j'en retiens, mais c'est loin maintenant, c'est plus que ce qui diffère. Il y a des espèces d'invariants, il y a des choses qui font qu'on est tous des hommes. J'ai plus été marqué par ça. Donc évidemment, c'est dans des quotidiens socio-économiques ou de confort qui sont très différents. Mais finalement, cette couche de confort, elle est assez accessoire et même illusoire. On est des gens avec des passions, des émotions, des colères, des joies. Et ça, j'ai envie de dire qu'on vive ici ou ailleurs, qu'on soit riche ou pauvre, on est quand même animé un petit peu par les mêmes grands sentiments. Après, évidemment, d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre, ça sera vécu un peu différemment, mais on est des hommes, tous. À la suite de ces voyages lointains, tu es revenu sur Lyon et tu as mené une vie plus sédentaire? Oui, ça s'est fait progressivement. Pour faire simple, on va dire que pendant une dizaine d'années, qui correspond bon an, mal an à ma vingtaine, là, j'ai été obsédé de partir loin et j'ai eu la chance
de vivre cette époque, donc à 25 ans, à un moment où, pour le coup, on bénéficiait de tarifs, mais absolument scandaleux, sur les vols. Je veux dire, ça coûtait étonnamment peu. Ça coûte toujours trop peu pour des raisons écologiques, mais vraiment, les années 2000, en l'occurrence, c'était gavage, quoi. Et j'avais la chance d'avoir du pouvoir d'achat, pas encore de contraintes familiales, des congés plutôt sympas, notamment les années où j'ai vécu en Irlande, où j'avais pas mal de congés. Donc c'est vrai que j'avais deux, trois voyages par an, et c'était vraiment ce qui me motivait, ce qui me nourrissait sur tous les continents. Après, il y a eu ma phase, on va dire, ma trentaine, où là, en effet, je suis revenu vivre en France. Et il y avait encore des voyages, mais un peu moins, ne serait-ce que par l'arrivée de ma fille quand j'avais 33 ans. Ça n'a pas sonné le glas des voyages, mais malgré tout, ça change un peu la dynamique. Et puis, mon énergie était un peu différente. Je commençais à être un petit peu plus curieux de mieux apprendre à connaître ce qui m'entourait directement, combiné au fait que moi et collectivement, on était quand même en train de prendre une conscience plus accrue du changement climatique et de ce qui allait avec sur le transport aérien notamment. Donc, mais moi, j'ai plutôt eu de la chance parce qu'en fait, cette conscience accrue du changement climatique et des contraintes que ça peut représenter sur le voyage physique, c'est arrivé à un moment de ma vie, à une étape de ma vie où j'étais un peu en train de me sédentariser. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu me gaver au moment où j'avais l'énergie de la jeunesse enfin de la prime jeunesse, et c'est arrivé au bon moment pour moi. Enfin, je ne l'ai pas vécu trop comme une contrainte. Et dernier élément qui me vient à l'esprit, c'est que une autre phase de ma vie de voyage, ça a été une phase professionnelle, plutôt pendant ma trentaine, où de par mes boulots dans la transition énergétique, que ce soit dans des grands groupes ou des startups, ou comme je le disais à l'instant, en ayant vécu en Irlande aussi, j'ai eu pas mal de déplacements internationaux pour le boulot. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une autre facette du voyage, hyper intéressante. Au début, un peu frustrant parce que, quitte à me retrouver à Taïwan, en Arabie Saoudite ou je ne sais où, mon premier réflexe c'était de me dire oh là là, je vais en profiter pour rester un peu plus longtemps, ou bien le soir, plutôt que d'aller traîner à l'hôtel, de voir le monde, quoi. Et puis en fait, ça marche moyen parce que déjà il y a du boulot quand on se déplace pour des raisons professionnelles, il y a de la fatigue quand c'est des déplacements un peu courts, les décalages horaires, etc. Et je retirais presque plus de frustration qu'autre chose, que d'essayer de tout faire et finalement d'être nulle part. Et ce que j'ai appris à découvrir avec le temps, c'est que il y a toujours la question de ok, mais qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on va ailleurs? C'est assez sympa d'y aller de façon complètement libre, hors de tout cadre, parce que justement ça change du quotidien, tu n'es plus dans une structure, il n'y a plus de compte à rendre à qui que ce soit. C'est un peu l'expression, en tout cas l'illusion de l'expression d'une pleine liberté, sans contrainte. Mais qu'est-ce que tu en fais derrière? De voir le monde, Dieu sait que c'est enrichissant, que je trouve que tu as l'impression c'est très dense. En un mois, c'est comme si tu avais 1 ou 2 ans d'expérience habituelle. Donc c'est une sorte d'accélérateur d'expérience. Mais il peut aussi y avoir une certaine lassitude de ce déracinement, et à quoi ça rime si tu n'essayes pas d'accomplir quelque chose d'une manière ou d'une autre. Ça peut être creuser des puits, faire un reportage photo, ou faire du business, ou j'en sais rien, moi, traverser un pays en vélo, mais quelque chose qui donne un peu un cadre et une raison à ta présence ailleurs. Et donc je reviens sur le boulot, justement j'ai découvert des pays et des gens dans des pays dans le cadre professionnel comme je ne l'aurais pas fait dans des voyages de loisirs. Puisque je prends l'exemple de la Turquie, où j'ai pu aller fréquemment à de nombreuses reprises, et tu noues des relations avec les gens. Ok, c'est des relations qui sont professionnelles, mais dans les nombreux déjeuners, les nombreuses réunions qu'on a dû faire ensemble, on noue une solidarité et on apprend sur la culture, en tout cas sur un des aspects de la culture, de façon très forte, puisqu'on vit à proprement parler quelque chose dans le pays. On n'est pas juste en électron libre, en spectateur externe. On a un rôle dans le pays à ce moment-là.
Notamment, moi, ce qui était assez sympa, c'est qu'en transition énergétique, c'était souvent pour déployer des solutions innovantes de gestion de l'énergie, de maîtrise de la demande. Donc, c'était beaucoup avec un mix d'entreprises privées et des institutions, du ministère de l'énergie, du régulateur de l'énergie. Donc, on est confronté à la culture des affaires, à la culture politique, notamment Turquie, sous Erdogan, dans les entreprises institutionnelles, donc publiques, la soumission qu'il peut y avoir ou l'immixtion du pouvoir politique dans la gestion des affaires. Des partenaires avec qui on avait noué des contacts humains assez sympas, et ben, au moment des purges de Erdogan, le mec, il a disparu. On ne sait pas. Donc ça fait vivre une réalité quotidienne du pays, autre que quand on est en voyage touristique. Donc je dirais que ça a été peut-être la deuxième phase un petit peu de ma vie de voyage. Et en effet, ces dernières années, la quarantaine aidant, des reconversions professionnelles, de plus en plus de voyages locaux, de voyages intérieurs, dont on peut parler plus en détail, j'imagine. C'est vraiment super intéressant d'avoir un focus justement sur le voyage professionnel parce que c'est vrai que c'est une thématique que j'avais encore peu explorée, d'avoir ce point de vue sur comment on crée des liens aussi en déplacement professionnel. Donc merci pour ça. Du coup, en 2019-2020, tu étais installé à Lyon et tu te lances dans un projet documentaire qui est celui de Tout le monde, ils peuvent pas être de Lyon. Et à ce moment-là, ben justement, tu apprends à enregistrer du son, à manier une caméra, à faire aussi un peu de montage vidéo. Est-ce que ce projet documentaire, il était aussi nourri des réflexions que tu avais à ce moment-là, des prises de conscience de j'ai beaucoup voyagé dans le monde, un peu partout, j'ai beaucoup pris l'avion, je suis beaucoup parti, et là j'ai l'occasion de juste aller à la rencontre des habitants qui habitent un quartier de la ville dans laquelle je vis au quotidien. Est-ce que c'était lié à ça? D'où venaient en fait? Quelles étaient les raisons de ce projet? Comme souvent, il y a une conjonction de facteurs intéressés et désintéressés, je dirais. D'une part, moi, c'est une déclaration d'amour à ma ville. Ouais, moi, c'était une réappropriation, une redécouverte de ma ville, parce que finalement, je suis parti de Lyon pendant une quinzaine d'années, et elle avait bien changé, puisque de toute façon, moi, j'avais pas le même âge quand j'y suis rentré. Donc, c'était aussi un prétexte pour la redécouvrir. Et il y avait un côté utilitaire qui est, n'ayant pas de moyens ou quoi que ce soit, ça me semblait plutôt futé d'aller voir ce qui se passe sur le pas de ma porte plutôt que nécessairement aller très loin. Je voulais quand même me frotter à la réalité du métier de réalisateur, de vidéaste, voir les facettes qui me parlaient le plus, celles qui me plaisaient le moins, et puis être assez autonome, pouvoir vraiment tout faire. Je me suis dit, quitte à faire ça et être en formation, en auto-formation, autant le faire dans le cadre d'un projet qui pourra permettre d'avoir un rendu, un produit fini, plutôt que de ne se former que dans le vide. Et en effet, je me suis dit, autant aller ne pas se compliquer la vie, c'est déjà suffisamment exigeant d'apprendre le métier, donc ne rajoutons pas la distance à cette exigence. Et l'approche par quartier, par exemple, d'avoir commencé par le Vieux-Lyon, c'est pas anecdotique. D'une part, moi j'ai quand même beaucoup grandi à Lyon dans ce quartier-là. J'ai vraiment pu poncer les pierres, les bancs lors de mon adolescence, quoi. Et justement, c'est un clin d'œil, c'est de prendre du recul, de prendre conscience de l'histoire du lieu dans lequel moi j'ai vécu une partie de ma petite vie. Et surtout, c'est un quartier qui a assez mauvaise presse récemment, soit parce qu'il est excessivement touristique et qui s'est transformé du coup un peu en Walt Disney. C'est les magasins de bonbons, là, de pirates. Donc c'est un quartier qui a quand même été assez dénaturé récemment. Et je comprends, hein, c'est inévitable, mais c'est génial d'aller dans le Vieux-Lyon en dehors des heures de pointe, où la ville, les Lyonnais se le réapproprient. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas y aller dans les périodes touristiques.
Et l'autre raison qui faisait que je trouve qu'il avait assez mauvaise presse et que ça me semblait dommage, c'est cette appropriation ou tentative d'appropriation de la droite identitaire lyonnaise, qui en a fait une sorte de pseudo-bastion de l'identité de je ne sais quoi, ce qui est une sombre fumisterie, puisque ça a toujours été au contraire un lieu d'accueil et de métissage. Et justement, quand il y a une supercherie de ce genre, c'est quand même un peu rageant. Sans le mentionner explicitement, c'était une façon de rendre hommage à cette tradition d'ouverture, de passage, de voyageurs. Ça a toujours été le Vieux-Lyon, un territoire de métissage. Les Italiens, les Maghrébins, pour ne citer que ces deux générations-là, mais en fait, ça s'est construit comme ça, de tout temps. Et cette web-série, tout le monde n'y peut pas être de Lyon, tournée justement dans le Vieux-Lyon. L'idée, c'était d'aller à la rencontre de personnages hauts en couleur qui habitent ce quartier, des petits commerçants notamment. Il me semble qu'il y avait un horloger, il y avait un fleuriste et un disquaire. Est-ce que justement tu peux nous dresser certains de ces portraits? Avec plaisir. Donc oui, l'idée, c'est à travers des portraits individuels de personnes un peu emblématiques du quartier, soit parce qu'elles y vivent, soit parce qu'elles ont contribué à écrire une des pages de l'histoire du quartier ou qu'elles en ont été témoins, et bien de faire ressortir une sorte d'ébauche de l'identité du quartier. J'en ai fait 3, et puis je serais ravi de le reprendre un de ces jours, mais c'est vrai que je suis sur d'autres choses en ce moment. Il y a eu tout d'abord Xavier, le fleuriste assez emblématique de la rue Saint-Jean aux Azalées, qui a fermé boutique très récemment, qui est là depuis l'après-guerre et qui avait une vision très forte de son métier. La blague souvent qui se dit de lui, c'est que c'était à lui d'accepter de te vendre une plante. Il te faisait passer un entretien pour voir si tu étais capable si tu étais la bonne personne pour cette plante-là. Et une gouaille géniale, une mémoire impressionnante. Et il a assisté à tout ce qui a été ces différentes phases de population du Vieux-Lyon, et puis le moment où c'était un taudis complètement à l'abandon qui a failli être rasé, et la phase de préservation par Régis Néret notamment, qui était le porte-étendard de cette démarche de préservation du Vieux-Lyon, et qui a abouti même sur l'inscription du quartier au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 25 ans par là. Il y a eu aussi Philippe, l'horloger de Saint-Paul, qui a une vision fascinante de ce qu'est le patrimoine vivant, la pierre, et que le patrimoine n'a de sens que s'il est vécu. Et du coup, de par son métier d'horloger, meilleur ouvrier de France, une vision très forte de son métier, une conscience du temps chez les Babyloniens, au Moyen-Âge à Lyon, de l'exode des horlogers lyonnais, qui est finalement, au moment des guerres de religion, qui est à l'origine de l'horlogerie suisse en partie, et une connaissance très forte et un amour profond du Vieux-Lyon. Il anime souvent des conférences sur le patrimoine. Et le troisième, qui n'est pas des moindres, notamment ici dans les Monts du Lyonnais, c'est donc Roland Boissat qui tient Bouledingue, librairie de BD et disquaire, qui est en vente. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui m'animait, c'était aussi la préservation d'une histoire qui est en train de disparaître. Pour moi, c'est les dernières bribes du XXe siècle, ces gars-là, qui sont en train de disparaître. Parce que tu vois, sur les 3 magasins dont je te parle, au moment où on en parle, il y en a 2 sur 3 qui n'existent plus, en fait, déjà. Et Roland, il se trouve qu'il vit dans les Monts du Lyonnais, juste à côté. Je suis tombé sur lui l'autre jour au manège avec nos gamins respectifs, enfin lui ses petits-enfants. Donc ça nous a fait marrer. Un peu plus taiseux, mais génial, parce qu'il a toute une frange de l'histoire de Lyon des années 70 avec son frangin Serge, qui est décédé, de l'histoire du rock à Lyon. Des concerts qui ont mis le bazar, du rock qui a été interdit, des premiers concerts à Fourvière. Donc il y a tout un pan de l'histoire plus récente et culturelle dont il est dépositaire. C'était assez sympa. Merci pour cette belle histoire de Lyon, parce qu'au final, c'est l'histoire de Lyon qu'on retrouve au travers de ces portraits. Ça permet de voyager aussi, d'en apprendre plus sur cette histoire que moi, au final, je connais peu, ayant grandi dans les Monts du Lyonnais, ayant peu été à Lyon, en tout cas dans mon enfance, alors que c'est juste à côté. Au final, j'ai l'impression que cette web-série, c'était aussi un moyen de se dire, regardez, on peut voyager de manière locale et aussi faire des rencontres hyper authentiques, hyper chouettes,
Et c'est un peu se dire, je peux aller à la rencontre de mes voisins, de mes voisines, recréer ce lien et se dire, qu'est-ce qui fait le commun entre nous, quoi. Le fait qu'on marche sur les mêmes pavés tous les jours, le fait de se croiser dans tel ou tel commerce, etc. Et de dire comment on a envie de vivre ensemble, quel est le ciment de se vivre ensemble. Est-ce que cette web-série documentaire, c'est un acte militant de se dire c'est important de reconsidérer cet aspect-là des choses et du voyage aussi au quotidien, quoi. Oui, ça a pas été je l'avais pas honnêtement, vraiment pensé de façon préméditée comme ça, mais a posteriori, c'est un petit peu ce que ça a contribué à générer, chez moi. En plus, si on le remet en contexte, tu disais 2019-2020, on a vite été quand même dans ces périodes de confinement et cetera, où bien été, forcé de repenser un petit peu, en effet notre capacité à nous déplacer et du coup le sens du voyage. La perspective de l'interview qu'on se fait aujourd'hui là m'a fait mais au fait le voyage c'est quoi? Et j'ai déjà oublié à moitié, mais il me semble qu'en cherchant l'étymologie, qui ressort pas de façon si évidente que ça, c'est l'histoire de voyage, donc la voie, donc c'est d'être en chemin. Fondamentalement le voyage c'est ça. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être en chemin. Et c'est toute l'idée qu'il y a il suffit de faire un pas de côté. C'est ça, être en voyage. Ça, il m'a fallu du temps. C'est plus facile, je pense, à dire une fois qu'on a eu la chance d'arpenter les chemins du monde. Évidemment, parce que ça démange quand même. On apprend des choses. J'aimerais te dire le contraire, mais c'est génial d'aller à l'autre bout du monde. Après, il faut voir comment tu y vas, pour quelles raisons et combien de temps. Mais c'est pas un crime d'aller à l'autre bout du monde. Heureusement que non, quoi. Et là, moi, ça m'anime. D'ailleurs, ça m'interpelle sur qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants. Parce que j'ai eu la chance d'arpenter les chemins du monde. Pourquoi est-ce que mes enfants n'auraient pas cette chance-là ? Ça serait égoïste de ma part. Mais il y a des contraintes collectives qu'on connaît. Donc, comment leur donner ce goût-là ? Le voyage, il est au quotidien, il est à côté. C'est une expression, je vais faire un clin d'œil à un copain qui était avec moi justement sur cette année en Inde, c'est avoir les bons yeux, c'est une capacité à regarder ou à écouter d'ailleurs, peu importe le canal, et c'est ce qui nous anime, même toi et moi je pense, dans ce qu'on fait sur des podcasts ou des documentaires, c'est se poser, écouter, regarder ce qui se passe, et à partir de là, on rentre en voyage. D'autant plus quand derrière, on a envie de rendre compte, sous une forme ou sous une autre, de ce qu'on écoute et de ce qu'on regarde. Et là, on est dans le voyage, ni plus ni moins. Et tout le reste, c'est des fioritures, en fait. Donc, mais ça, il m'a fallu des années et des kilomètres pour m'en rendre compte et l'accepter et faire avec. Quel rapport j'entretiens à l'autre et du coup à moi-même. Et le sens, si on doit en avoir qu'un de la vie, c'est de maintenir cette curiosité, ce goût de l'autre. Et je pense que dans le goût de l'autre, il y a le goût de soi, quoi. Et notamment, et puis un enjeu, moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai quand même une approche des choses qui est assez intellectuelle, assez livresque. J'aime bien les livres, où c'est un canal d'expérience et de découverte assez fort. Et un des enjeux que j'ai, c'est de ne pas m'enfermer dans les livres, mais bien de me confronter au réel, au terrain. C'est ce qui m'a éclaté pendant mes voyages loin, c'est ce rapport physique aux choses et aux gens, du coup. Et c'est quelque chose qui m'éclate aussi dans le documentaire. C'est de prendre sa caméra, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'aller parler avec eux, pour pas se cantonner, c'est faire, c'est le passage à l'acte. Et finalement, le voyage, c'est probablement ça, c'est le passage à l'acte. C'est faire ce pas de côté. C'est pas le penser, c'est le faire. Et il y a du voyage intérieur, on est d'accord, et donc il y a toujours un besoin d'équilibre des pôles. Ce qui me nourrit profondément, c'est les deux pôles introvertis-extravertis, dont les définitions sont plurielles et souvent on en a des définitions ou des perceptions qui sont, je pense, pas les bonnes. Ce que j'en comprends, ou ce qui m'en intéresse moi en tout cas, c'est de se dire c'est comment on se recharge, comment on recharge les batteries. Est-ce que c'est seul, plutôt introverti, ou est-ce que c'est quand tu es avec du monde, plutôt extraverti? C'est ça, moi, le sens que j'en retiens. Et je m'équilibre profondément dans les deux. Je crois que je suis un introverti, c'est-à-dire que je recharge mes batteries
étant seul. Mais une fois que mes batteries elles sont pleines, mais je déborde d'envie, d'énergie, d'amour que j'ai besoin de partager pour nourrir ma curiosité avec les autres. Et je m'étouffe si je suis tout seul. Et j'ai vraiment à cœur, enfin c'est même pas à cœur, c'est ce besoin d'équilibre de mes deux pôles. Et il me semble qu'il trouve un pendant dans le voyage, donc le voyage physique extérieur, qui soit dans les monts du Lyonnais, dans la Drôme ou au bout du monde, et dans le voyage intérieur. En 2022, donc tu as voulu continuer à explorer un peu cette dimension du voyage plus local et aussi cette relation aux proches. Parce que là, en l'occurrence, tu étais allé voir le proche, les habitants du quartier du Vieux-Lyon, qui étaient près de là où tu habitais. Et l'autre relation que tu as voulu développer, dont tu parlais d'ailleurs au début de cet enregistrement, c'est la relation avec tes frères, enfin en l'occurrence avec deux de tes petits frères, Mathias et Grégoire. Et donc tu t'es lancé dans le projet des agro-frangins, parce que tes deux frères, comme tu le disais, sont maraîchers. Ils sont tous les deux en agriculture biologique, mais dans des modèles agricoles un peu différents. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être des visions différentes, des convictions différentes, des manières de produire différentes. Donc tu es allé explorer la relation avec tes frères, mais aussi les modèles agricoles dans lesquels ils étaient investis. Pourquoi ce projet il était important pour toi et qu'est-ce qui a motivé ce second projet? En tout cas, déjà la première expérience de la web-série Tout le monde n'y peut pas être de Lyon m'avait plu. J'avais bien aimé me confronter à tous les postes, donc l'écriture, l'interview, la prise de vue, le montage, la totale. Et l'ambition de pousser l'expérience un petit peu plus loin, donc avec un format plus long, un 52 minutes. Avant, c'était plutôt des formats 13 minutes. Et de le faire avec une équipe. Là où je faisais tout, d'avoir un chef-op, d'avoir un monteur. En l'occurrence, on a eu la chance d'avoir et tant mieux, un preneur de son aussi. La genèse, elle est, mais comme souvent et de façon assez humble, j'ai pas tout prémédité. C'est un peu opportuniste. C'est à la croisée de donc mes deux frangins qui s'établissent chacun à peu près dans la même région, à peu près au même moment. Ça fait quand même un peu un signe de l'univers qui me dit tiens, il se passe un truc là quand même. En plus, au moment notamment après le confinement où on a eu les héros du quotidien, nos agriculteurs, nos hôtesses de caisse, nos infirmières, etc. Donc, il y a un sujet d'actualité, il y a un sujet de fond, il y a un sujet de société autour de l'agriculture et de l'avenir de notre agriculture. Donc c'est la rencontre entre cette opportunité personnelle, mes deux frangins, et un sujet collectif, comme souvent dans le documentaire, je pense. Et ça n'a pas été. Donc, mon souhait initial, c'était pas de faire un film de famille. Mais a posteriori, je suis ravi que ça se soit fait comme ça, parce que c'était très doux. J'ai appris plein de choses, et professionnellement, et sur l'expérience qu'on a vécue ensemble. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, quand je parle avec des professionnels de l'audiovisuel, ils me disent que c'est assez fréquent que les premières réalisations soient des films familiaux ou intimistes. Parce que finalement, c'est ce qu'on a de plus proche de soi. Mais moi, c'était pas du tout un souhait. Ce qui fait qu'il a plutôt fallu que je me débatte d'abord avec ce constat, de me dire, OK, si je me lance pour les raisons que je viens de mentionner dans ce film sur l'agriculture, il va falloir que j'assume le côté familial et le film familial, parce que je vais pas passer sous silence le fait que c'est mes frères. Et ça a mis un petit peu de temps à maturer. J'ai cherché un petit peu la formule, notamment sur ma juste place dans le film. Sur le bon dispositif, est-ce que j'apparais à l'écran un peu, beaucoup, quand? Et puis au final, on a trouvé une formule qui marche pas si mal, en révélant très clairement
le dispositif et qu'on est en train de tourner un film et que ce sont mes frères, et en me faisant intervenir dans les moments familiaux. Après, sur comment ça s'est passé, ça a été très doux, ça a été très agréable d'avoir le tournage, pour un premier gros tournage, avec des gens de confiance, avec qui on est à l'aise, même sur l'équipe du film. Tom, le chef-op, c'est un vieux copain. Tonio, le preneur de son, il se trouve que c'est un des associés de Grégoire, un de mes frères, à la ferme des Mawajites, qui est un ancien du cinéma en ingé son et qui s'est reconverti dans l'agriculture et donc qui a repris la perche pour l'occasion. Donc on était entre nous. Et c'était ce que je voulais créer comme ambiance, ce cocon affectif qui définit ce qu'est un agro-frangin, finalement. Et ça a facilité les conditions de tournage. Ça m'a mis un enjeu d'autant plus fort, mais que j'étais ravi de relever, sur comment leur rendre honneur, comment essayer d'être juste, d'être honnête au montage. Parce que par amour, tout simplement, j'avais envie que le film corresponde à ce qu'ils sont. Et on a fait du bon boulot, je pense, là-dessus avec Maxime le monteur. Et nous, on a renforcé notre relation, c'est certain, parce qu'on a rarement la chance de vivre une telle expérience et de passer autant de temps avec nos proches, en fait. La plupart du temps, nos proches, on se retrouve à Noël, les anniversaires, un week-end de famille. C'est cool, hein, on fait une sortie kayak, on boit des coups et c'est génial. Mais là, de participer ensemble à un projet, de tendre ensemble vers un objectif, c'est pas la même chose. Et en plus, dans nos environnements professionnels. Donc, on connaît très peu, en général, nos proches dans leur environnement professionnel. Donc là, ça a été très épanouissant de ce côté-là. Et puis, ça a eu le mérite aussi, ce que je crois que j'évoquais en début d'émission, de générer, je pense, de la fierté pour nos parents et une meilleure compréhension de ce qu'on fait comme métier et de ce qui nous a motivés là-dedans. Puisque nos parents ont pu voir plus concrètement ce qu'on fait au quotidien. Tu le mentionnais aussi, c'était l'occasion pour toi, par exemple, avec ton petit frère Grégoire, de mieux le découvrir, d'en apprendre plus sur lui, parce que vous avez 14 ans d'écart. Moi, je trouve, en tout cas en regardant le film aussi, que ça permet d'avoir un petit portrait aussi de comment il a évolué, de quel a été son parcours, etc., de quelle est sa vision aussi aujourd'hui. Donc, je trouvais ça super intéressant. Est-ce que ça t'a permis justement de mieux le découvrir, de mieux découvrir même Mathias, aussi tes deux frères? Et comment tu perçois l'évolution de votre relation? Est-ce que le film, il a changé quelque chose dans cette relation-là? Oui, dans la continuité, parce que je veux dire, c'est mes frères, on était déjà en bons termes, donc c'est venu apporter une pierre à l'édifice, c'est venu renforcer la relation. Ça serait mentir que de dire que je les ai découverts ou que ça a révolutionné. Mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle ce que je dis là, tant mieux, c'est d'autant plus solide et satisfaisant. Mathias, du fait qu'on ait que 8 ans d'écart, on se connaissait quand même déjà bien. Vraiment bien. J'ai plus découvert ou redécouvert Grégoire. Et je dois dire que je suis assez bluffé et je pense qu'il m'en a plus appris sur moi-même que l'inverse. C'est ça qui est marrant, il y a une sorte d'inversion des rôles ou d'égalisation des rôles, mais parce qu'il a une vision notamment quand même très forte, très engagée de ses choix personnels. Je trouve qu'il a fait des choix. Et il y a ce qui est marrant avec Greg, c'est qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération. Mathias, fondamentalement, je trouve qu'on a des fonctionnements générationnels qui sont assez similaires encore. Greg, je sais pas comment il faut les appeler. Moi, si je suis X, Y, je me suis toujours paumé. Greg, ça doit être un millénial ou un truc. On voit on n'a pas grandi dans le même cadre. On a évidemment des valeurs communes de par notre éducation et de par les personnes qu'on est. Mais collectivement, dans le rapport à l'autre, dans le rapport au choix professionnel, dans le rapport même à la tolérance à des sujets comme MeToo, etc., lui, il le vit générationnellement parlant, pas du tout de la même manière. Il le vit de l'intérieur, il le vit en live. Moi, je le vis, j'ai 44 ans bientôt. J'espère être capable de prendre le train en marche, évidemment, mais j'ai pas grandi là-dedans, tout simplement. Et Greg, il a fait des choix pro à 20-25 ans
que moi, j'avais pas la maturité, le courage, la lucidité de faire. Parce qu'on a des personnes différentes aussi. Moi, c'est des choix que les miens, hein, chacun nos choix respectifs, je les ai faits à 40 ans parce que j'ai un parcours de vie différent. C'était pas évident ce que je voulais faire avant. J'avais peut-être besoin de me prouver à moi, aux autres, un certain nombre de choses avant de m'autoriser à sortir un petit peu de voies plus tracées. Donc je trouve Grégoire en effet extrêmement et Mathias dans la foulée, hein, en fait, hein, parce que je veux dire, ils ont tous les deux, je trouve, fait des choix jeunes, courageux. C'est des bifurqueurs, sauf qu'on n'utilise pas le nom parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le marketer. Et ils l'ont fait avant que le terme existe ou soit à la mode. Mais je veux dire, c'est des gars qui sortent d'école d'ingé. Ils n'avaient pas vocation à devenir agriculteurs. Et c'est pourtant des choix qu'ils ont faits par eux-mêmes et très tôt. Donc ça, à minima, ça intrigue. Et en fait, ça inspire. Donc le film, il retrace effectivement cette relation avec tes frères, mais il parle aussi effectivement d'agriculture. Et il met en avant deux modèles agricoles différents mais complémentaires. De son côté, Mathias, il est plus sur du maraîchage bio assez classique, sur une parcelle qui est plutôt grande, avec l'idée de nourrir le plus de monde possible, entre guillemets. Et il a fait le choix aussi de rentrer en partenariat avec un supermarché qui avait la bonne idée de se dire on va acheter des terres pour pouvoir produire localement, nourrir localement les personnes qui habitent alentour. Et Grégoire, donc tu en parlais aussi, plutôt engagé et tout, qui lui est sur une démarche de syntropie, sur une toute petite parcelle et qui, en parallèle, a toute une démarche pédagogique, d'expliquer comment ça fonctionne, de faire des formations, etc. Toi, comment tu vois ces deux modèles agricoles? Tu les vois comme complémentaires? Est-ce que tu peux nous aussi peut-être compléter la présentation que j'en ai fait? Par exemple, qu'est-ce que c'est que la syntropie? Donc oui, je les vois comme complémentaires et c'est précisément ce qui anime le film et la démarche de chacun de mes frères, Mathias et Grégoire. C'est un certain pragmatisme et une remise en question. Aucun d'eux ne prétend avoir la solution parfaite, réplicable pour toujours. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui anime mes frères, qui m'a donné envie de faire le film. Si j'avais juste eu deux frangins maraîchers, mais qu'ils étaient chacun bornés ou auto-convaincus d'être dans le vrai, je pense pas que ça m'aurait motivé, parce que c'est pas ça qui m'anime. Ce qui est intéressant, c'est les doutes, pas que les doutes, mais les interstices, les hésitations, parce que c'est ça qui permet la progression, et le dialogue qui en ressort. Et donc ce qui est marrant, ce qui est sympa dans le film, c'est le principe du film, c'est que de façon un peu conjoncturelle, ils se retrouvent l'un et l'autre dans des projets de nature différente et du coup à incarner des types d'agriculture qui sont pas en opposition, mais qui sont pas les mêmes écoles d'agriculture. Et du coup, ce sont en général des écoles d'agriculture qui se parlent assez peu. Et là, du fait que ce soit des frangins, et ben, l'espace de dialogue, il existe. Donc je me retrouve à faire parler des agricultures qui se parlent assez peu habituellement. Donc ça, c'est vraiment l'idée première qui anime le film. Et puis après, rien n'est éternel, tout est impermanent. C'est mes années indiennes qui reviennent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas réduire une personne au projet dans lequel il est à un instant donné. En revanche, ce qui est bien, c'est que quand tu fais quelque chose à un moment donné, donne-toi pleinement les moyens de le faire, fais-le à fond. Et ils sont là-dedans. Donc, si je commence par exemple par Mathias. Mathias, aujourd'hui, sa ferme, en effet, il est salarié d'une entreprise. C'est les gérants d'un supermarché qui ont monté spécifiquement une entreprise. C'est une initiative locale, individuelle. Et c'est l'entreprise qu'ils ont montée a acheté les terres et ils avaient besoin d'un chef de culture parce qu'ils n'y connaissent rien en agronomie. Et ils ont pris Mathias, qui a carte blanche pour gérer la technique, la production, l'agriculture. Mathias, son projet de base, c'était plutôt d'acheter des terres et de faire une petite ferme. Et par principe de réalité, par opportunisme ou manque d'opportunité, justement, il n'a pas encore trouvé la ferme qui lui conviendrait. Et le projet lui a plu.
Donc il s'est dit, bah allez, je prends le train en marche. Il est en bon terme avec ses patrons, qui ont, de ce que j'ai pu en discuter avec eux, je pense un engagement écologiste assez sincère dans leur démarche. Ils veulent en effet faire bien manger le plus grand nombre de personnes possible. Et donc à chaque projet vient des limites ou des contraintes spécifiques. Et donc là, Mathias, aujourd'hui, il est dans ce projet et donc il en épouse pleinement les contours pour essayer de le faire vivre le mieux possible. Peut-être que demain, il sera dans un projet encore plus jusqu'au boutiste en termes de plus que bio que Grégoire. Ce que je veux souligner par là, c'est que ce que je disais en intro, on ne peut pas réduire une personne, je pense que c'est dommage et dangereux, de réduire une personne à ce qu'elle fait à un moment donné. Il y a quand même besoin d'un certain gage de cohérence dans la durée. C'est ça qui fait nos valeurs. Il ne faut pas être une girouette complète non plus. Mais voilà, Mathias ne se résume pas au projet qu'il fait aujourd'hui. Et j'aime bien cette complexité, cette évolutivité des choses. Ça rend les choses plus intéressantes à filmer, mais même à vivre, parce qu'on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait. Et c'est le cas pour moi, c'est le cas pour Grégoire. Grégoire, ce qui l'anime, pour le coup, et je pense que ça c'est quelque chose de durable, qui prend partiellement corps dans le projet actuel de la ferme des Mawajites, mais qui ne l'incarne pas complètement, les Mawajites. Lui, ce qu'il fait, le challenge de sa vie, comme il me le dit, ça serait d'essayer d'adapter les principes d'agriculture syntropique, qui sont des principes de milieux tropicaux, de les adapter à nos milieux tempérés. C'est tout de suite des échelles de temps qui sont assez longues. Pour activer une parcelle de syntropie, il faut plutôt une dizaine d'années, pour faire simple. Donc là, sur la ferme je vais expliquer en deux mots ce que c'est que la syntropie. Sur la ferme des Mawajites, il y a des parcelles syntropiques, mais qui sont des expérimentations, qui sont en phase d'activation. C'est pas ça qui, aujourd'hui, fait tourner et fait la production de la ferme. Donc c'est des échéances de temps qui sont différentes. Et en effet, dans cette vision syntropique, il est très soucieux de diffuser l'information, de partager la connaissance. C'est vraiment quelque chose qui lui correspond, qui l'anime profondément. Donc la syntropie, c'est l'idée, c'est un néologisme qui est l'inverse de l'entropie. L'entropie, c'est un principe physique selon lequel la matière et le vivant tend vers plus de désorganisation et de perte d'énergie. Et la syntropie, c'est le concept inverse selon lequel la nature, le vivant, tend ou a une propension naturelle à aller vers de plus en plus d'organisation et de complexité. Ok, une fois qu'on a dit ça, pour l'agriculture, ça veut dire reproduire les processus de la nature, les processus à l'œuvre dans le vivant. Donc ça veut dire observer, comprendre, intégrer, reproduire, utiliser, se baser pour produire notre agriculture, notre alimentation, sur les processus du vivant. Ce qui fait que dans un même geste, à la fois tu produis l'alimentation et tu préserves ou tu régénères l'écosystème. Donc tu arrêtes d'opposer préservation et production. Il faut arriver à faire la même chose dans le même geste. Merci beaucoup, c'est super intéressant d'en apprendre plus justement sur cette diversité de modèles agricoles et je pense que c'est un enjeu important aussi parce que il y a quelques mois, la France elle a été marquée par des blocages, par des manifestations issues du monde agricole qui désiraient par ce biais faire entendre ses voix, ses revendications, obtenir des assurances de la part de l'exécutif, parce qu'il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur leur travail, sur leurs conditions de vie aussi. Est-ce que ce film, c'était un moyen pour toi de visibiliser les enjeux agricoles de manière générale et aussi de montrer l'importance du travail agricole, de ses réalités, aussi des difficultés peut-être du secteur? Oui, évidemment, en partie. Après, je pense que ma démarche première, elle est plus pédagogique et humaniste que militante et politique. Voilà, la différence peut-être que je ferais, et je ne suis pas sûr qu'elle soit correcte, elle ne concerne que moi, mais entre engagé et militant, c'est engagé, c'est on met en avant un enjeu, une problématique, on attire l'attention dessus,
on propose pas forcément ou on prétend pas détenir la solution. Le passage dans le militantisme, il est assez radical, il est beau et heureusement qu'il y a des militants, hein. Moi, je fais pas partie de cette famille-là. Je suis admiratif des gens qui ont cette capacité d'engagement additionnel qui fait pencher vers le militantisme. Le militantisme, il y a quand même un moment où, une fois qu'on a fait le diagnostic, la mise en alerte, etc., on se dit c'est ça qu'il faut faire et je me bats pour. Ce qui, moi, me parle moins dans le militantisme, c'est forcément le côté un petit peu réducteur requis par le passage à l'action, qui peut faire percevoir, c'est un peu caricatural, mais tant pis, que quand on est sur la barricade, le point levé, c'est nous, les détenteurs du vrai, de la raison, et le gars en face, il dit de la merde. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Heureusement qu'il y a ça, hein, il faut ça, hein. Mais je peux pas m'empêcher de percevoir que le mec en face, il dit pas que des conneries, sinon il serait pas là. Et j'essaye plutôt de faire dialoguer. Sans tomber, parce que c'est sûr que l'écueil, ça serait de tomber dans un espèce de relativisme mou qui empêche toute prise de position et tout passage à l'action. Donc voilà, je suis plutôt sur cette ligne éditoriale pour les agro-frangins, mais je crois dans mes démarches personnelles en général. Sur le monde agricole, je voulais plutôt montrer des initiatives qui fonctionnent et des gens qui sont, même dans la dureté du travail au quotidien, qui sont assez heureux du chemin sur lequel ils sont et qui se construisent. Sur les aspects plus politiques, moi, je vois un certain nombre de passerelles entre ce dont je viens professionnellement, la transition énergétique et la transition agricole, ne serait-ce que sur les politiques publiques, où la répartition des rôles entre l'initiative individuelle et le rôle de la puissance publique. Et je pense que la puissance publique, son rôle, c'est de définir un cadre clair et stable de priorité, de fléchage des investissements. Et je dois dire qu'au vu des manifestations de cet hiver et des décisions qui ont été prises, autant j'ai trouvé le contenu des débats, des interventions des acteurs du secteur plutôt intéressante, modérée, constructive, en essayant d'éviter justement fin du monde contre fin du mois. Je ne pense pas que les agriculteurs soient en opposition avec la transition écologique. Ils sont pas cons, ils la vivent au quotidien, ils savent bien qu'il faut le faire. Mais en effet, ils savent pas en partie comment s'y prendre et ils ont besoin des tampons pour cette transition, pour éviter la casse sociale autant que possible. Mais en revanche, j'ai trouvé assez attristant et peu courageux les décisions qui ont été prises. Je trouve que les gouvernements, parce que ce n'est pas la faute d'un gouvernement, manquent d'un engagement sérieux et durable pour définir ce cadre de la transition agricole en particulier. On sait tous qu'il y a un sujet sur la PAC, sur la réforme des aides au mètre carré. Il y a un vrai sujet, je ne suis pas expert en la matière, mais à force de m'y frotter un petit peu, on voit bien qu'il y a un sujet de représentativité de la profession sur les syndicats et les lignes éditoriales de certains syndicats et de quel type de propriétaires ou quel type d'exploitants sont derrière le principal syndicat agricole français. Et à l'opposé du prisme, il faut laisser, je pense, l'initiative aux gens du terrain, des solutions techniques, parce que c'est eux qui savent, notamment à l'échelle d'un territoire. Ce qu'il faut, c'est ce que dit Grégoire dans le film, hein, et Mathias est d'accord, ils sont d'accord globalement sur tout en fait. Il faut arrêter les immenses bassins de monoculture. Il faut avoir de la diversité de cultures à échelle d'un territoire. Et la logique de raisonnement, elle doit être à échelle d'un territoire. Parce que c'est eux qui connaissent, c'est là qu'il y a des dynamiques physiques à l'œuvre et qu'il y a des besoins spécifiques et des solutions pertinentes, locales à mettre en œuvre. Et les gars savent très bien faire, mais ils savent pas où ils vont et ils sont complètement sous perfusion, donc c'est compliqué. Et mes frangins ont la chance d'être, pour des raisons très différentes l'un et l'autre, d'être préservés de ça, puisque les deux vivent correctement. Justement, tu parlais des territoires ruraux, du besoin de la diversité, etc. Est-ce que ce documentaire, c'était aussi un moyen de donner plus de visibilité, juste une image aussi à ces différents territoires, peut-être essayer de connecter aussi
la ville au rural, parce que tu vis en ville et tu as pu faire notamment pas mal de projections à Lyon, dans d'autres villes aussi de France, même aussi dans les territoires ruraux, effectivement. Est-ce que c'est un moyen de connecter les deux de ce documentaire? À nouveau, je ne l'avais pas pensé comme tel, mais je constate ça pendant les projections. En tout cas, qu'il y a un attachement fort des gens à leur territoire. Les gens qui sont en Occitanie, ils adorent l'Occitanie. Les gens qui sont en Rhône-Alpes, ils adorent Rhône-Alpes. Cet amour, cet attachement, cette fierté, ça ne veut pas dire que ça doit se transformer en rejet d'autre chose, mais de savoir où on est et d'aimer où on est, ça me semble pas anecdotique, en fait, ça me semble fondamental. Et les deux fermes sont un peu différentes parce que Mathias, c'est un lieu de travail. Donc il n'y a pas, comment dire, une insertion forte dans le territoire, si ce n'est qu'évidemment, il alimente le supermarché du coin. Grégoire, la démarche est assez différente puisque en fait, c'est un lieu de vie. C'est plus un boulot, c'est une part intégrante de sa vie. Et du fait des activités associatives et culturelles, éducatives qu'ils ont aussi sur la ferme, c'est devenu un vrai point de ralliement du territoire, donc dans les coteaux gersois, entre les générations, entre les différentes classes sociales. Donc, ils font vivre le territoire. Et ça, c'est vrai que ils en sont emprunts au quotidien. Ils adorent chez eux. Et c'est assez sympa de voir, en effet, selon le lieu des projections du film, des réactions assez différentes, soit des a priori, soit des plaisirs à découvrir, des paysages, des façons d'être. Ce que je veux dire par là de façon un petit peu plus concrète, ce que je dis souvent en projection, c'est que j'ai pu avoir par exemple à Paris, dans un cadre assez particulier, plutôt des retours du type heureusement que des gens un peu sérieux à grande échelle comme Super U s'y mettent parce que c'est pas des babacools du Gers qui vont nous sortir de l'ornière. Et puis à l'inverse, dans des territoires de babacool, une réaction assez forte et viscérale et a priori sur ce qui est perçu comme une interférence de la grande distribution et un risque de spoliation par le grand capital. Sachant qu'il y a un vrai sujet. Moi, je trouve la démarche de la ferme de Mathias, la par Super U, très intéressante. C'est une démarche, à nouveau, locale, individuelle. C'est pas Système U, la centrale nationale qui est derrière. Parce que le résultat de cette initiative spécifique, c'est qu'ils produisent des légumes de qualité en prenant soin du sol, en rémunérant leurs salariés qui ont des horaires à peu près fixes et des congés payés. C'est plutôt pas mal. En revanche, je ne suis pas naïf, si ça venait à se généraliser, il y a un vrai enjeu d'accès aux terres et de qui est propriétaire des terres. Et il faut que les agriculteurs restent maîtres de leur outil de travail. Donc, il y a quelques autres initiatives sporadiques, un peu du même genre par des grandes surfaces. Là, l'autre jour, j'ai vu un Leclerc qui avait carrément mis un potager collé au magasin en Bretagne, qui est tenu par un de leurs salariés. Mais sur les questions d'accès aux terres, il y a plein d'initiatives. Il y a des collectivités, peu importe à quel échelon, qui se mettent à faire justement de l'achat et de la mise à disposition de foncier agricole. Et en effet, si on voit un petit peu plus loin que le bout de son nez, le fait que ça soit du public est plutôt rassurant pour une garantie dans la durée de stabilité, d'accès aux terres et de liberté de ce que les exploitants agricoles peuvent faire de leurs terres. Il y a aussi des initiatives citoyennes, associatives, je pense à Terre de Liens. Il y en a d'autres du même genre. Mais donc c'est clair, au vu des 50% d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, que le renouvellement des générations et que la question d'accès à la terre, il est clé. Et le fait de partir, voyager à l'échelle locale, enfin, d'aller découvrir justement ces territoires ruraux, ce que je trouve super intéressant, et je pense que ce documentaire, il est aussi une invitation à justement aller découvrir ces territoires, à aller rencontrer les paysans et les paysannes directement, de rendre ça visible. Et ça me fait penser que moi, par exemple,
J'avais marché l'été dernier sur les chemins de Compostelle. Le chemin de Compostelle passe en plein dans le Gers. Et enfin, le fait de voyager à pied, par exemple, ça permet de se rendre compte des choix qu'on a fait en termes d'agriculture en France. Et je me souviens avoir, pendant 200 kilomètres, longé un nombre incalculable sur des hectares de fou, juste des monocultures de maïs, enfin de blé, etc. Et surtout de maïs, arrosé en pleine journée sous 35 degrés. Et au final, enfin, j'ai même pas pu voir, tu vois, ces petites expérimentations qui se font, qui sont faites par exemple par Mathias et Grégoire. Moi, j'ai juste vu le modèle dominant à ce moment-là. Et juste le fait de voyager, d'aller à la rencontre de ces territoires, je trouve, ça permet vraiment de mettre une image, de comprendre aussi ces choix qui ont été faits. Et c'est là où tu vois, on peut faire le lien entre le voyage et l'agriculture et ce documentaire-là. Le fait d'aller découvrir ces territoires autrement aussi, ça permet de se rendre compte de ça. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Ouais, ouais, ça met notamment à pied. On parlait que finalement le voyage c'était faire un pas de côté, que l'étymologie c'était être en chemin. Je veux dire, le chemin, a priori, c'est quelque chose qui se pratique avec le pied. On parlait d'atterrir, de pouvoir s'ancrer quelque part, donc il y a toujours le pied. Non, ce qui est assez sympa avec le voyage à pied, c'est en effet la continuité que ça permet et les évolutions souvent plus progressives, mais quelquefois assez brutales, mais réelles. Pareil, ça m'évoque une traversée des Cévennes que j'ai faite il y a quelques temps. Et il peut y avoir des longs plateaux, de la longue continuité. Et malgré tout, il y a des endroits climatiques, topographiques, de rupture assez brutale. Je me rappelle, on change de versant et d'un coup, parce qu'on est versant sud, il y a des genêts, la végétation n'est pas la même. Et ça, pour se rendre compte soit de la continuité du paysage, soit de la rupture de paysage, c'est vrai que ça marche bien à moyen d'homme, à moyen humain, donc à pied, en vélo, tous les moyens doux. Ça m'évoque je crois que c'est Sylvain Tesson qui avait cette idée-là dans le bouquin dont le nom m'échappe, où il a longé des oléoducs autour de la Caspienne. Et il a toute une réflexion sur l'énergie. L'énergie intérieure, la flamme vitale, et l'énergie au sens énergétique, enfin calorifique, les hydrocarbures et les différentes formes d'énergie. Et il avait cette réflexion assez, je trouve, sympa sur l'espace et le temps et comment les hydrocarbures qui finalement sont un condensé de temps, puisqu'il a fallu des millions d'années pour les former, et ce condensé de temps, on l'utilise pour s'affranchir des contraintes de l'espace-temps actuel. En prenant l'avion, on voit bien que ce n'est pas un mode naturel, dans le sens où en quelques heures, on a traversé la planète. Et finalement, voilà cette espèce de rapport à l'espace-temps où on a consommé en quelques heures des millions d'années d'accumulation de temps pour s'affranchir de l'espace. Tu vois, une sorte de saut dans le continuum espace-temps. Je trouvais ça assez fandard comme réflexion. C'est vrai que c'est assez renversant quand on y pense, sans mauvais jeu de mots. Et peut-être pour conclure, est-ce que justement, après ces 2 projets documentaires, tu as de nouvelles envies de documentaires? Est-ce que tu as un nouveau projet qui se profile pour la suite? Où t'en es? En tout cas, l'envie est là et j'ai des gens autour de moi qui m'y poussent. Donc ouais, je commence des repérages sans trop en dévoiler pour l'instant, mais on parlait de pied, donc j'aimerais bien vous emmener en montagne. Et en montagne, il n'y a pas bien le choix, il faut y aller à pied. Trop bien, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et trop hâte de voir la suite. Merci beaucoup Thibaut pour ce passionnant témoignage. Je pense qu'on a eu le temps vraiment d'approfondir cette dimension de voyage local, le fait de juste donner de la visibilité à ce qui nous entoure, aux proches, à la fois en allant dans les territoires ruraux, à la fois en allant dans les territoires urbains aussi. Comment on peut voir le lien entre les deux également. Les relations qu'on tisse avec le vivant, quelle est la nature de ces relations aussi. Donc merci beaucoup pour ce chouette témoignage et hâte de voir la suite de ton parcours documentaire, hâte de voir ce que ça va donner et hâte d'aller en montagne.
Grand merci à toi aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir bonne chance à toi pour la suite et très curieux d'entendre les prochains épisodes. Merci beaucoup, passe une belle fin de journée. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.